et bienvenue dans ce nouveau format de la chaîne Tarot Tor. Dans Arcane, je vais prendre le temps de percer les mystères de la chaîne, de faire un peu de vulgarisation et de développer certains concepts utilisés dans les autres vidéos. Pour commencer, il me semblait important de répondre à la question qu'on me pose le plus souvent concernant Tarot Tor. Pourquoi le tarot? Pourquoi le tarot? Mais avant de répondre précisément à cette interrogation, j'aimerais commencer par clarifier ce dont cette chaîne ne parlera pas. En effet, si le tarot s'inscrit si profondément dans notre culture populaire, c'est à cause de ce qu'on appelle le tarot divinatoire, à ne pas confondre avec l'apérodinatoire, même si j'aime beaucoup. Le tarot divinatoire, indissociable du tarot de Marseille, c'est l'idée qu'on pourrait prédire l'avenir à partir de quelques cartes. Et c'est une idée pour laquelle j'ai un profond désaccord éthique. Entendons-nous bien, n'importe qui peut prévoir l'avenir avec n'importe quoi. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que font prétendument les instituts de sondage grâce au pouvoir inéluctable de la science? La capacité de prévoir l'avenir repose sur de nombreux facteurs. Il y a les probabilités statistiques, une exploitation de données permettant de prédire des comportements. C'est ce qu'on pourra retrouver dans les algorithmes des réseaux sociaux par exemple. Il y a les talents d'écoute et d'observation des prétendus voyants. Ça pourra passer par de la lecture à froid ou de la lecture à chaud, des méthodes utilisées par les mentalistes pour donner l'illusion de prédire l'avenir ou de lire dans l'esprit. Il y a l'effet Barnum, qu'on retrouve dans les horoscopes et qui consiste à faire des affirmations si génériques que tout le monde peut s'y reconnaître. Mais il y a aussi la crédulité, ou l'état de faiblesse des consultants, car on ne peut pas toujours réfléchir sereinement et l'on est par moments plus sensible à la croyance. Et il y a encore sûrement de nombreux autres biais et facteurs que j'oublie. Alors bien sûr, je peux tout à fait comprendre ce qui pousse quelqu'un à se faire prédire l'avenir. C'est une pulsion très certainement liée au besoin de certitude, car il n'y a rien de plus effrayant dans l'existence que de faire face à l'inconnu. La période du Covid, qui fut un terrible révélateur de notre société, a bien illustré que l'incertitude pousse toujours plus de gens vers des réponses faciles, que ce soit au travers de la religion, de la magie ou du complotisme. Alors oui, je sais, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, que des voyants prédisent l'avenir en étant convaincus de leurs compétences et en toute bonne foi. Ils en ont même eu de nombreuses preuves qui, statistiquement, ne tiendraient probablement pas la route, car ces voyants, victimes d'un biais de halo ou d'un biais de sélection, n'auront inconsciemment retenu que les 10% de leur réussite en négligeant les 90% de leur échec. À ma connaissance, à ce jour, aucune étude scientifique n'a démontré une efficacité supérieure de la voyance face au simple hasard. Le physicien Henry Brock, malgré 15 ans de tests et la promesse d'un gain d'1 million, n'a jamais trouvé un seul vrai médium. Je ne prendrai pas la peine de parler des authentiques escrocs, car j'ose croire qu'il y a un consensus sur le fait qu'extorquer de l'argent à des personnes en situation de faiblesse, qu'elles soient morales ou physiques, est une chose condamnable. Moralement bien sûr, mais surtout légalement. Non, je me limiterai ici à traiter des gens qui, en toute bonne foi, prédisent l'avenir pour sincèrement aider leurs prochains. Car oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je considère que, même armé des meilleurs desseins du monde, prédire l'avenir de quelqu'un reste une pratique nocive. Car prédire l'avenir de quelqu'un revient, selon moi, à l'enfermer dans des croyances limitantes. Loin d'aider le consultant à penser par lui-même et de lui faire gagner en autonomie, le voyant le confine dans ses propres schémas sociétaux et le rend dépendant de la fatalité. Et je parle bien ici d'actions inconscientes. Les gens qui demandent à un jeune couple si le bébé est en route n'essayent pas d'influencer ce couple. Il ne faut que reproduire un schéma ancré en eux par la société. Pourtant, en faisant cela, ils font peser tout le poids de la dite société sur ce couple. Ils les forcent à répondre, à se justifier. Une manifestation assez basique de la pression sociale. Une pression sociale dont ne pourra se départir un voyant. Il n'est pas une page blanche. Il n'est qu'une somme de connaissances acquises. Même le tarot n'est pas neutre. C'est une œuvre qui traduit les pensées d'un artiste et des traditions très anciennes. Or, le voyant, comme le tarot, bénéficie du biais d'autorité. De la même manière qu'on aura tendance à faire plus confiance à quelqu'un vêtu d'une blouse blanche, on sera enclin à écouter un voyant, surtout s'il nous a été recommandé ou qu'il semble être expérimenté. Il en va de même pour le tarot dont la sapience est réputée millénaire. Imaginons que le voyant tire un 9 de denier et il voit le signe d'une augmentation salariale. Aborder ce sujet poussera consciemment ou pas le consultant à remettre en question son salaire.
Lui qui était peut-être très bien dans sa situation, ressentira bientôt comme une injustice de ne pas avoir cette augmentation pourtant promise. Le consultant se retrouve ainsi forcé à remettre en question des choses qui n'ont pas forcément de raison de le déranger. À partir du moment où on prédit l'avenir de quelqu'un, celui-ci n'en est plus totalement maître. Inconsciemment, cette prophétie tournera dans un coin de sa tête. Et plus le consultant aura foi en cette prédiction, plus elle sera efficace. L'inconscient des sceptiques sera évidemment moins facilement manipulable par cette méthode, mais il le sera tout de même, car être conscient d'un biais ne nous immunise pas de lui pour autant. Ce n'est pas sans raison que des industriels dépensent des millions en publicité chaque année. Notre inconscient est une porte grande ouverte sur notre cerveau. L'inconscient est un outil très puissant qui joue à la fois pour et contre nous. Il emmagasine des quantités gigantesques d'informations qu'il nous permet de réutiliser lorsqu'on en a besoin, mais aussi lorsque d'autres en ont besoin. Donc, même si c'est fait avec la meilleure intention du monde, je suis contre la divination, car j'estime que les avantages que le consultant peut en tirer ne compenseront jamais les risques dont j'ai pu parler. Il est donc temps de revenir à la question principale de cette vidéo, pourquoi le tarot? Parce que contrairement à la croyance populaire, le tarot n'est pas qu'un outil de divination. À l'origine, il s'agissait même tout bonnement d'un jeu de cartes comme celui auquel on joue encore aujourd'hui. Le tarot a évolué tout comme son histoire qui se révèle très riche. Il y a d'abord l'histoire réelle, dont on trace actuellement la naissance au XVe siècle, puis l'histoire fantasmée par le XIXe siècle et qui fait remonter ses origines au temps des pyramides. C'est cette histoire qui en fait un objet passionnant, capable d'investir la culture populaire. Et cette façon dont il a pu coloniser nos esprits en a également fait un objet d'art unique. Il ne se passe presque pas un jour sans qu'un nouveau tarot ne soit créé. Des milliers d'artistes à travers le globe se sont emparés de ces symboles pour essayer de les réactualiser, de les approfondir ou tout simplement de se les approprier. Aucun objet n'a une richesse graphique équivalente. Il existe tellement de versions différentes que je suis convaincu que n'importe qui doit pouvoir trouver un tarot qui lui corresponde. Car le tarot, c'est un formidable objet pour réfléchir sur soi. Si je ne veux pas croire en la divination, je veux par contre croire en la tarologie, l'art d'aider les gens à se comprendre par le tarot. Pour moi, le tarot est un fabuleux outil projectif. Il n'aide pas le consultant à voir l'avenir, il l'aide à réfléchir sur le passé et sur le présent, à mieux se comprendre et ainsi à mieux avancer. Sur la forme, les deux pratiques peuvent paraître similaires, mais sur le fond, il n'en est rien. On ne cherche pas à imposer un avenir certain au consultant, mais juste à l'aider à réfléchir sur lui-même, à structurer sa pensée pour qu'il trouve ses propres certitudes. Enfin, la dernière raison qui me pousse à m'intéresser au tarot est d'ordre purement scénaristique. Bien entendu, la richesse de ce média le rend idéal pour inspirer des trames passionnantes. Mais je suis également convaincu, ainsi que de nombreux autres ayant théorisé le sujet bien avant moi, qu'il peut être un puissant outil d'écriture. Qu'il peut aider les auteurs à casser leur routine littéraire, à vaincre la page blanche et à extraire ce qu'ils ont de plus profond en eux et qu'ils n'avaient pas encore réussi à faire jaillir. J'espère un jour réussir à mettre au point une méthode efficace pour utiliser le tarot dans l'écriture. Mais en attendant, cet objet me possède autant que je le possède et il me permet de voyager aussi loin qu'avec un bon livre. Voilà, vous savez désormais ce dont je veux parler lorsque j'évoque le tarot et j'espère que cela vous aura donné envie d'en découvrir plus sur les prochaines vidéos de la chaîne.